Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Est-ce qu'une relecture de l'accord de paix est nécessaire aujourd'hui? C'est la question qu'on va se poser au cours de ce débat. Le grand dialogue, nos invités sont Boubacar Bokoum, analyste, Brema Elidiko, sociologue et Ibrahima Kebe Tamagide du mouvement Faso Kanou. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Processus de paix au Mali, la plateforme Ante Abana demande une relecture de l'accord d'Alger 2 ans après sa mise en œuvre et c'est le sujet du grand dialogue de ce soir. Cette demande est-elle réaliste? Pourquoi relire cet accord? Est-ce même possible de revenir sur cet accord? La première question, on va la poser à M. Ibrahim Kebe Tamagide qui est du mouvement Faso Kanou. Aujourd'hui, pourquoi faut-il relire cet accord de paix? Parce qu'en réalité, l'accord en tant que tel, y compris la forme et le fond, sont à revisiter vraiment. Et c'est un compromis de réviser, sinon normalement, il ne devrait même pas avoir d'accord entre le Mali et ceux qui ont pris des armes contre la patrie malienne. Mais pourquoi relire cet accord? Parce que, comme je viens de le dire, la forme n'est pas du tout inclusive. Et en ce qui concerne le fond aussi... Qu'est-ce qui n'est pas inclusif dans la forme? Dans un premier temps, je me rappelle très bien en 2014, précisément le 25 octobre, en ce qui concerne les accords préliminaires, et le ministre Diop a été très très clair. Il dit que c'est un document confidentiel et n'eût été l'implication de la presse, dont le 27 octobre, la presse a vraiment partagé largement le contenu du document et qu'en novembre déjà 2014, ils ont mis à un débat vraiment bâclé dans toutes les régions, sauf la région de Kidal. Mais avec tout ça, et les propositions même de certaines institutions en République du Mali n'ont pas été prises en compte. Donc en tant que tel, les aspirations profondes de notre peuple ne ressortent pas dans ce papier-là, issu du processus d'Alger. Et pourquoi attendre aujourd'hui pour demander la relecture de cet accord? Parce que tout simplement, il y a le blocage. Il y a le blocage et la réalité, il y a 2 poids 2 mesures aussi. Parce que vous savez, dans le préambule déjà, on parle de cette question d'un Mali indivisible. Mais le contenu en tant que tel est autre chose. Donc aujourd'hui, le processus d'Alger porte vraiment, le document issu de ce processus d'Alger porte en lui les germes de partition, de dislocation et de démantèlement de notre République. Et il y a le blocage à ce niveau parce que le peuple en tant que tel est dressé de toute sa taille pour faire barrage. Monsieur Bokoum, êtes-vous d'accord avec Monsieur Kebe sur cette réaction? Bon, je respecte leur position qui engage un mouvement qui s'inscrit dans une dynamique citoyenne que je respecte fortement. Mais au-delà de cet aspect du respect de la philosophie qui consiste à dire qu'il faut aller revisiter, pour moi, ce n'est pas un document qui est tabou, ce n'est pas un document qui est figé, c'est un processus qui est là. Et si les différents protagonistes estiment à un moment donné qu'il faut revisiter une partie ou revoir certains aspects, je ne vois aucun problème à ce niveau. Maintenant, au-delà de cet aspect, globalement, je ne suis pas d'accord qu'il y ait des prémices particulières de partition du pays. Parce qu'en réalité, on va trop de façon figée vers les textes. Maintenant, c'est de savoir, c'est vrai, je suis d'accord avec lui qu'il faut revisiter l'ensemble de notre système. Et ça date de loin, cette histoire, on l'a laissé pourrir depuis les années 60. On a tenté beaucoup de choses, chacun avec une approche différente. Donc, du coup, les différents dirigeants ont une portion de la vérité, mais n'ont pas totalement la réalité de la vérité. Donc, c'est important que, de façon inclusive, comme il l'a dit, qu'on discute de tous les contours de la nation malienne. Parce qu'il s'agit aujourd'hui d'aller vers une vraie réfondation de la société malienne. Maintenant, la crise nous empêche d'aller à cet exercice parce que la crise, elle est tellement profonde, tellement grave qu'il faut aller vite parce que l'exercice auquel eux, ils veulent nous envoyer aujourd'hui, c'est un exercice non seulement périlleux, qui va prendre beaucoup de temps parce que les vraies vérités de cette histoire n'ont pas été dites à tout le monde. Ça, il faut le reconnaître. Notre société est basée sur des aspects très, très mensongers. Donc il faut revisiter ça, il faut aller à l'éducation citoyenne, il faut aller à l'éducation tout court et il faut aller à un plan global dans lequel le Mali doit s'inscrire à long, moyen et court terme. Donc le processus, il est très complexe. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui nous disposons d'assez de temps pour aller à tout ça.
Donc, du coup, je suis d'accord que si l'accord pose problème à un certain nombre de points, et s'ils estiment qu'il y a des blocages, c'est de faire en sorte que ces aspects soient recorrigés, qu'ils s'adaptent à la réalité. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas revenir sur l'ensemble du processus. Ça va être très compliqué et très périlleux pour nous. D'accord. Monsieur Brema Elidiko, votre avis sur cette demande de relecture de l'accord de paix faite par la plateforme Ante-Abana? Bien, merci de m'avoir assisté à cette réflexion. Comme mes prédécesseurs l'ont déjà signalé, nous sommes dans un processus, nous avons constaté de part et d'autre des blocages. C'est vrai que chaque acteur, à un moment donné, a été coupable un peu de la lenteur qu'on a pu enregistrer. Nous avons constaté un peu de la mauvaise volonté de part et d'autre, même si on pourra dire ça autrement. Il faudrait, je pense, nécessairement réviser l'accord pour plusieurs raisons. La première raison que je vais dire, dès le début, malheureusement, le centre n'a pas été pris en compte dans ces négociations. On s'est focalisé sur le nord, alors que quand bien même on sait, depuis 2012, Diabali, par exemple, a été frappé au même moment que les régions du nord. Donc, le centre a été oublié et par la suite, vous avez vu, ces 3 dernières années, au centre, le vivre ensemble est tout à fait attaché. C'est très compliqué entre les Dogon et même entre les Dogon et les Peul, entre les Peul et les Bambara. Donc c'est important de réviser l'accord déjà pour prendre en compte les zones qui ont été oubliées, donc de faire en sorte que l'accord soit le plus inclusif possible. Parce que le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que soit vous êtes de la plateforme, soit vous êtes de la CEMA. Et donc les autres parties qui sont affectées par la crise ont été occultées et se sentent lésées. Donc ça, c'est déjà un élément important. Alors l'autre élément important, nous avons signé un accord dès le début. Le gouvernement de Mali avait plusieurs amendements qui n'avaient pas été pris en compte, certains ont été pris en compte. De l'autre côté, du côté de la CEMA aussi, il y avait des amendements qui n'ont pas été intégrés. Donc réviser, c'est essayer d'harmoniser les positions pour voir aussi les facteurs de blocage et voir ce qui est réellement possible et ensuite donc se mettre d'accord sur un document. Ça, c'est la réponse concrète à votre question. Mais bon, pour autant, même si on révisait l'accord, même si on se mettait à signer un autre document, on n'arriverait pas à ramener la paix comme ça, parce qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte, dont on aura certainement l'occasion d'évoquer au cours de ce débat. D'accord. Il semble que tout le monde ici est d'accord avec la révision de cet accord. On va écouter un des acteurs du processus de paix, notamment un responsable de la plateforme par rapport à cette demande de la plateforme. Avec tout le respect que je dois aux acteurs de Ante-Abana, je pense qu'ils sont en train de faire de la distraction. Un accord qui a permis de ramener la paix au Mali 2 ans, 3 ans après, vous dites de reprendre. Vous pensez que les gens qui ont signé, les États qui ont signé, la communauté internationale qui a signé, c'est des farceurs? Je ne pense pas que ce soit sage. Une association, c'est quand même quelques personnes. Vous n'allez pas demander au monde entier de revenir sur sa signature pour vous faire plaisir. C'est vrai que l'accord a des insuffisances. Les Mali ont fondé beaucoup d'espoirs qui sont peut-être déçus à cause de lenteur, à cause de tout ce qu'on a connu. Nous sommes conscients et responsables pour savoir que tout le monde nous regarde et qu'il est temps peut-être vraiment qu'on mette de l'eau dans notre vin pour que la paix revienne au Mali. Monsieur Ibrahim Kébé, quelle est votre réponse à monsieur le responsable de la plateforme? Oui, ce n'est vraiment pas sage et ce n'est vraiment pas sérieux. Je m'excuse de dire aujourd'hui qu'après la signature de ce papier issu du processus d'Alger, qu'il y a eu la paix au Mali. Même là où je vous parle là, ce matin, il y avait des attaques à Kidal. On sait que récemment même, il y avait des questions de cessation de faits, etc. On sait que depuis la signature de l'accord à aujourd'hui, le Mali n'a pas connu la paix. Il y a des attaques par-ci, par-là. Et deuxièmement, les 2 tiers du pays sont toujours sous occupation. Donc dire que ce n'est pas sage de réviser quelque chose qui n'a pas apporté la paix en République du Mali, vraiment c'est pour m'inscrire en faux. Secondo, le président Modibo Keïta a eu à le dire, les problèmes il faut les régler. Car à force de les arranger, on finit par déranger la République. Et de 90 à aujourd'hui, nous avons refusé catégoriquement de régler cette question de rébellion. On ne faisait qu'arranger. Et aujourd'hui, c'est la République du Mali qui est dérangée en tant que telle. Et il a dit également, le président Modibo Keïta, que quand les acteurs d'une cause deviennent des spectateurs, ça serait le festival des brigands. Et aujourd'hui, c'est le festival des brigands au grand jour. Donc, il faut régler définitivement. C'est pourquoi j'ai dit que même revisiter
cet accord, revoir cet accord aujourd'hui, apporter des changements est un compromis. Sinon, normalement, il ne devrait même pas y avoir d'accord entre le Mali et les apatrides qui ont pointé les armes contre le pays. Parce que c'est l'hymne national qui nous le dit. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au dehors, debout sur les remparts et nous sommes résolus de mourir. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, au niveau de notre organisation face au Kano, nous avons dit qu'il faut instaurer un état de siège jusqu'au contrôle total de toutes les régions occupées aujourd'hui. Et c'est ça, c'est le prix à payer. Ça peut prendre le temps qu'il faut. Le Mali ne se limitera pas à aujourd'hui ni à demain. C'est pour des siècles après. Donc il faut régler les problèmes définitivement, même s'il faut prendre 10, 15, 20, 30 ans, même 50 ans. Donc je crois fondamentalement qu'il faut faire face aux problèmes réels et trouver des solutions vraiment qui ne sont pas en porte-à-faux avec notre dignité. Parce qu'amener des solutions qui bafouent notre honneur et notre dignité, ça n'a pas du tout de sens, je veux dire. Vous dites qu'il n'y a pas encore de paix au Mali, mais est-ce que la situation n'a pas évolué depuis la signature de cet accord? En quoi la situation a évolué? Jusqu'à preuve de contraire, l'administration malienne n'est pas de retour de façon réelle sur toute l'étendue du territoire. Jusqu'à présent, notre intégrité territoriale n'est pas rétablie. Jusqu'à présent, l'exercice de la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son territoire n'est pas réel. Donc, jusqu'à présent, le drapeau malien et l'hymne national du Mali ne sont pas respectés sur l'ensemble du territoire national. En quoi il y a la paix? Et chaque jour, c'est nos positions qui sont attaquées. Et chaque jour, l'armée malienne est délogée. Chaque jour, l'armée malienne est restée les mains attachées, les pieds attachés. Et on nous parle de paix. On nous parle de stabilité dans ces conditions. Et l'État malien est couché à plat ventre face aux ennemis. Et qui sont là en disant que nous sommes là pour sauver le Mali. Oui, c'est 2 poids 2 mesures. Et certaines forces même sont des forces d'imposition, des forces d'interposition. C'est les faits réels qui sont sur le terrain et qui ne peuvent être niés par personne, à mon avis. Monsieur Diko, quand Monsieur Kébé pense tout de suite que la situation n'a pas évolué depuis la signature de l'accord de paix au Mali, est-ce que vous partagez son avis? Alors en fait, ce qu'il dit, il y a quand même une part de vérité qui est importante dedans. On peut noter quand même la recrudescence de l'insécurité. Vous savez, si 2012, on pouvait dire que c'était les régions du Nord. Je l'ai dit, petit à petit, on a vu que l'insécurité s'est propagée et a touché tous les centres. Si je prends la région de Mopti, la zone exonée, le fait que les douans ont pratiquement devenu des no-man's-land. Il y a au moins 2 semaines, on a tiré sur le camp de l'aménagement et il y a eu beaucoup de cas. Vous allez dans le même cercle que vous avez à Monduro vers le Burkina, il y a très peu de présence de l'État malien. Si vous prenez la zone inondée, les cercles de Temenkou et de Ouarou en réalité sont tout à fait affectés. L'exemple concret lors des élections communales, sur les 11 communes du cercle de Temenkou, et des élections seulement dans 2 communes, donc la commune de Kariri et la commune de Temenkou. Donc sur 95 écoles, vous allez trouver qu'il y a plus de 75 qui sont fermées. Donc depuis 4 ans, c'est la même chose. Et c'est ensuite cette crise-là s'est propagée pour toucher le Sahel occidental. C'est pour ça que vous avez vu la zone de Nara attaquée, la zone de Djema en 2014, il y a un enlèvement. Donc la zone de la forêt de Ouagadou, vous allez là-bas, il y a un Maslan. Le nord-est de Ségou, l'esprit de Massina et le cercle de Nyono sont touchés, jusqu'à la forêt de Fatala vers la Mauritanie. Donc en réalité, ensuite Bamako a été attaqué comme des reprises, le campement Kangaba, toutes les autres attaques dont on connaît. En réalité, nous avons perdu du terrain. L'autorité de l'État s'est affaiblie au fil du temps et le sentiment d'insécurité s'est généralisé. Donc la situation est plus pire que 2012. Ça, c'est une réalité. Maintenant, on peut avoir une autre lecture pour quand même reconnaître certaines avancées. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, le comité de suivi des accords a été mis en place, même si ce comité en réalité fait beaucoup plus de réunions que de résultats. Ensuite, le processus de DDR a commencé en ce sens où les différents acteurs ont identifié les différents types de cantonnement et certains types de cantonnement sont déjà prêts. Maintenant, on pourra après dire maintenant pourquoi si les sites sont prêts, on ne va pas démobiliser, ensuite se désarmer, etc. Donc ça, c'est une autre problématique. Après, au niveau de l'Assemblée, vous avez bien vu quand même que la loi a été adaptée et que les autorités intérimaires, malgré toutes les difficultés, quand même, ont pu être mises en œuvre. Donc, alors, moi, personnellement, je ne prends pas part, hein, je fais quand même juste simplement de dire ce qui a été fait, mais pour faire court, l'insécurité s'est beaucoup plus propagée. Le sentiment d'insécurité est une réalité et de jour en jour, on assiste à un ressentiment des populations vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Malheureusement aussi, on voit que l'aménagement passe plus de temps à garder ses propres camps
qu'à en tout cas à faire d'autres missions de sécurisation des biens publics ou de la protection de l'acte de la société civile. Donc ça, ce sont des réalités palpables. Monsieur Bokoum, êtes-vous du même avis que Kébé et Diko? Non, je ne partage pas totalement cette vision parce que vous savez, quand vous prenez l'accord, quand je l'ai entendu tout de suite dire que le centre a été oublié, je ne pense pas parce qu'il faut scinder le problème. C'est vrai que dans l'application du processus, on a connu d'autres difficultés connexes qui ont fait que l'insécurité, ce n'est pas seulement qu'au centre, même au sud. Ça veut dire que, est-ce qu'il faut aller vers un accord qui va inclure aussi Bamako, le centre et tout ça? Je ne pense pas. Et au-delà de ça, je ne pense pas que ce soit un accord écrit. Quelle que soit la forme de révision que nous allons mettre en place, quel que soit ce que nous allons mettre sur un papier, quel que soit ce que nous allons signer, je ne pense pas que ce soit un accord qui va régler le problème de la sécurité au Mali. Je pense que fondamentalement, nous avons un problème de vision et de gouvernance. Vision par rapport à quoi? Vous pensez que la situation a évolué depuis 2012 de façon positive? Évoluer, oui. Évoluer, c'est relatif. Ça dépend dans quel contexte vous regardez. Parce qu'en 2012, c'était quoi? C'était un État en voie de disparition. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le fait que nous sommes dans un processus où les acteurs à tous les niveaux sont défaillants et nous sommes en train de vouloir reconstruire des choses très difficiles à refaire, ça fait que notre histoire et notre historique concourent aujourd'hui à ne pas se poser les bonnes questions et à ne pas trouver les bonnes réponses. Donc nous tâtonnons. Ça, c'est une réalité. Maintenant, penser que c'est à travers des accords, comme je l'ai dit tantôt, qu'on va retrouver la solution. Moi, je suis pour pas seulement revisiter l'accord. C'est-à-dire, il s'agit pour moi de revisiter le Mali. Quelle direction nous avons? Tantôt, M. Kébé a parlé des œuvres de Modibo. Modibo, il a fait des bonnes choses, il a aussi fait des erreurs. Mais dans notre pays, on a toujours tendance à penser que ceux qui ont dirigé ne sont que bons. Ils n'ont pas fait d'erreur ou souvent, quand on est contre le régime, on dit que tout est mauvais. Donc, à un moment donné, depuis Modibo, depuis les années 60, quand tu prends le problème du nord du Mali, parce que tout découle de là, en réalité, nous avons un problème interne que nous avons très mal géré. Aux années des indépendances, Modibo avait pensé peut-être qu'il fallait aller à un système de métissage pour avoir de l'accalmie. Ça n'a pas marché. Après, on a eu Moussa Traoré qui a pensé qu'il fallait utiliser la main forte, la manière forte. Ça n'a pas marché. On a eu Alpha qui est venu, qui a pensé qu'un bon philosophe, un bon historien, il fallait juste, à travers la flamme de la paix et tous les beaux mots, peut-être trouver la solution. Ça n'a pas marché. ATT est venu, c'était à coup de bâtisse, de ceci, cela, pensant qu'on allait trouver des équilibres à travers certaines personnes qui sont censées représenter certains mouvements et tout ça. Ça n'a pas marché non plus. Donc il est important que nous comprenions d'où nous vient notre crise en réalité. Donc pour poser les vraies questions de notre développement. Parce qu'en réalité aussi, il faut se dire les choses en face. Il ne s'agit pas juste d'écrire des papiers et dire qu'on va développer le Nord, et ceci, cela. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Quand tu vois les textes, il y a beaucoup de bonnes choses, de bonne foi qui ont été dites, mais auxquelles on n'est jamais arrivé en termes d'application. Quand vous prenez les prémices de cette histoire, quand je vois les gens dénoncer aujourd'hui l'accord de paix, mais le problème pour moi, ce n'est pas l'accord de paix, c'est depuis Tamaracet. Dès lors qu'on a signé des accords avec des rebelles pour dire que nous replions de nos positions stratégiques, les positions essentielles où l'armée est, nous redescendons vers le sud, ça veut dire que nous avons laissé de l'espace et pour rien. Donc tout ça, ça veut dire que de Tamaracet au pacte national, est-ce que les gens se donnent le temps d'aller revisiter ces différents documents pour savoir combien de fois nous nous sommes fait avoir et regarder dans les textes de la décentralisation jusqu'où nous avons reculé par rapport à certains aspects de la souveraineté de l'État du Mali. Donc l'accord, en fait, pour moi, ce n'est que le résultat de donc, tout le gâchis. Est-ce que vous partagez l'avis de Québec quand il dit qu'il ne devrait pas y avoir d'accord? Ce n'est pas qu'il ne devrait pas avoir d'accord. De toute façon, quand il y a une crise, il faut bien un accord. Maintenant, qu'il soit choqué par rapport à cette démarche, je respecte. Qu'il soit choqué par le fait que des rebelles, qui au départ, même quand on a écouté le président de la République au début de son mandat, c'était ça, je ne négocierai pas avec des rebelles ou je ne négocierai pas avec des bandits. Donc la première perception, c'est ça, c'est de dire qu'on ne peut pas mettre sur la même table un État et des gens qui ont pris les armes contre la République. C'est ça la réalité. Maintenant, au-delà de cet aspect qui est un aspect de principe, maintenant, si cette République n'a pas su
s'assumer en tant que République et faire face à cette insécurité et que nous avons cédé jusqu'à 2/3 de notre territoire parce que ces soi-disant bandits ont été suffisamment bien équipés, suffisamment bien armés et suffisamment bien entraînés pour nous faire reculer jusqu'à ce point. Ça veut dire qu'en ce moment, nous avons été contraints à négocier. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, dans cette contrainte de négociation, nous avons Qui va nous contraindre à négocier? Mais nous avons appelé la CEDEAO à l'époque de la crise, mais c'est le Mali qui a appelé au secours. Quand Serval venait, mais on a vu même des Maliens en train de donner leur nom, le nom de leurs enfants à, comment il s'appelait, Hollande, voilà, Damien, et puis tout ça. Donc ça veut dire que... Monsieur Kébé, est-ce qu'aujourd'hui, si vous proposez qu'il ne devrait pas y avoir d'accord, alors comment l'État malien aurait pu gérer cette crise sans un accord? C'est ce que je dis, hein. C'est l'hymne national qui nous le dit, on le chante matin, midi, soir. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au dehors, debout sur les remparts. Mais est-ce qu'on avait le choix? Absolument, on avait le choix. L'État malien avait le choix. Mais avant, il faut qu'on sache clarifier les choses. La meilleure gestion de cette crise au nord de notre pays a été faite par la Première République. C'est pourquoi 27 ans après, on n'a pas entendu parler de la question de rébellion, malgré la gestion calamiteuse du régime dictatorial du soi-disant général Moussa Traoré. Ça, on l'a dit. Il n'y a pas eu d'accord. C'est pourquoi j'ai rappelé certaines situations du président Modibo Keïta. Mais après, ils ont arrangé, ils ne faisaient qu'arranger. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Il ne devrait pas y avoir d'accord, à notre avis. Hein. C'est pourquoi on a dit revoir encore l'accord d'Alger. Quelle pouvait être la solution? Et je l'ai dit dans mon truc, aujourd'hui, il faut instaurer un état de siège. On ne peut pas dire que l'État malien ne peut pas faire face à cette guerre-là ou à ces guerres-là. L'État peut bel et bien. Mais qu'est-ce qui nous bloque? Nous devons chercher réellement à avoir la réponse à cette question-là. Dans un premier temps, on se dit aujourd'hui que nous ne pouvons pas faire face à ces groupes-là qui occupent aujourd'hui le Nord, qui veulent que le Mali soit divisé, qui ont déjà hissé un autre drapeau. Mais au même moment, il y a un groupe d'autodéfense ou des groupes d'autodéfense qui se sont organisés, qui n'ont pas d'avion, qui n'ont pas l'appui de ces forces étrangères stationnées en République du Mali, mais qui parviennent à déloger les apatrides qui ont pointé les armes contre le pays et hisser le drapeau malien. Comment un groupe d'autodéfense peut parvenir à libérer plusieurs localités en République du Mali et qu'on nous fait croire que l'État malien en tant que tel ne peut pas? Alors qu'à son temps, le peuple a démontré que c'est cette façon de gérer, c'est-à-dire engager une guerre contre les apatrides, que c'est ce qu'ils souhaitent. C'est ce que le peuple malien a démontré. Quand nous avons appelé, ou quand ils ont appelé à l'effort de guerre, qui n'a pas contribué quand on parle de l'effort de guerre? Toutes les couches en République du Mali ont contribué pour soutenir l'effort de guerre. Ça veut dire que c'est cette voie qui est juste pour notre dignité. Parce qu'il y a un adage qui dit qui veut la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. Mais aujourd'hui, la réalité sur le terrain nous impose, si nous voulons la paix, nous devons faire la guerre contre ceux-là qui sont en train de bafouer notre honneur, bafouer notre dignité, et ce n'est pas contraire à nos valeurs aussi. Donc, comme on le dit en Bambara, Diko, est-ce que vous êtes d'accord avec Kébé quand il dit que Moussa a su mieux gérer cette crise que... Moussa? Oui. Modibo plutôt. La preuve même, il faut lire les déclarations d'Amberi Agrissa dans les années 64 et de Agbaye dans les années 64. Vous allez vous Diko, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, non, j'entends bien et ça me fait un peu sourire. Disons que j'éviterais personnellement de juger, surtout de comparer des époques, des contextes sociopolitiques, économiques différents, où on était dans une autre géopolitique et autres. Bon. À l'époque, nous avions un régime socialiste qui était beaucoup plus adossé à la Russie, et donc, en tout cas, ce régime socialiste, et nous avions une force de frappe avec les avions nécessaires et autres, donc c'est pas la même chose. Maintenant, depuis les années 80, on a vu depuis 1984 que notre pays fait partie des PPCI, c'est-à-dire des pays qui se battent pour être sous perfusion des financements de la Banque mondiale et des FMI. Donc, on a tout une organisation. Donc, nos pays, en fait, la gouvernance a changé au fil du temps. Donc, ça, c'est un aspect. Ensuite, souvent, on a tendance à
a plutôt préféré le passé au présent, lorsque dans le présent, en fait, on est confronté à des difficultés, on a tendance à penser que les prédécesseurs ont mieux fait. Bon, ça, moi, je ne vais pas rentrer dans ce jeu. De toute façon, les accords ont été signés, c'est ça le résultat. Est-ce qu'on devait les signer? Pour moi, le débat est déjà clos parce que ça a été signé. Si d'ailleurs on pense qu'il ne fallait pas les signer, je pense que dans ce cas-là, il faut peut-être continuer dans la même logique pour dire que bon, il ne faut même pas réviser, puisqu'il y a un blocage et que maintenant l'armée malienne a été en tout cas reconstruite en partie. Qu'il faut faire la guerre. Donc ça, c'est peut-être serait la logique de cette discussion-là. Juste là, j'ai partagé les points de vue des deux intervenants sur votre plateau-là. Mais je pense que la question, il ne fallait pas signer, est déjà dépassée. On a signé. Maintenant, il y a des difficultés. Comment il faut faire pour sortir de ça? Je pense que c'est beaucoup plus sur cette question-là qu'il faut peut-être voir la question. Alors, ensuite, il y a la question de la gouvernance qui a été posée. Je pense que celui qui disait qu'il n'était pas d'accord avec Kébé et moi, en réalité, il n'a pas dit des choses contradictoires avec ce qu'on a dit. Simplement, on a dit de 2012 à maintenant, c'est quoi la situation? La situation, elle s'est empirée, c'est ça la réalité. Maintenant, si on devait remonter aux origines de la crise, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qu'il faut évoquer, mais il y a aussi la question de la gouvernance tout court qu'il faut poser. Lorsque vous êtes dans un pays où c'est Bamako contre le reste du Mali en termes de gouvernance, vous voulez faire une université, c'est Bamako, un bon scalaire, c'est Bamako. En réalité, tout est concentré à Bamako et dans les autres régions du Mali, il y a très peu de choses. Vous prenez un Koulikoro, en 60 km de Bamako, vous avez quoi? Il n'y a que de la désolation, de la misère. Vous allez dans la région de Caille, ce que vous voyez, c'est l'action des immigrés. Donc c'est beaucoup plus en ce terme-là, je pense qu'il faut aussi voir plus tous les aspects qu'il a évoqués, avec lesquels je suis tout à fait d'accord. Voilà. Monsieur Diko Kébé pense également qu'il se pose la question plutôt comment les groupes armés d'autodéfense peuvent libérer des localités alors que l'État malien, on se pose la question si l'État malien peut le faire ou pas. Bon, la question des groupes d'autodéfense, là, c'est une question très délicate. D'abord, c'est des gens qui sont originaires de la localité, qui ont intérêt à ce que la paix revienne dans leur localité et qui sont prêts à mourir pour ces zones-là. Bon, dans le cas de certains militaires, lorsque ça chauffe, on a même entendu certains militaires, dont je vais faire le nom, ils vont dire maintenant, bon, à Bambara, ils vont partir. Donc on a vu certains fuir pour aller soit dans les îles, soit en Mauritanie, parce qu'ils ne s'estiment pas être originaires de cette localité. Et donc certains préfèrent défendre en fait son territoire. Donc de ce point de vue, les groupes d'autodéfense, qu'ils soient des Dozo, d'ailleurs dont l'action est très décriée dans la zone du Massina, ou qu'ils soient simplement des Gandaïso ou d'autres groupes qui sont en train de proliférer dans les différentes localités. Ils sont des gens du territoire, ils savent que si l'insécurité persiste, ils ne pourront rien entreprendre, même le forêt ne peut plus ramener des produits. Et donc du coup, si jamais il y a des difficultés, c'est eux qui vont d'abord être les premières victimes. Ils savent qu'ils ont pris la sécurité. Et défendre dans un contexte où l'État est seulement présent dans leur localité, en tout cas précise. Voulez-vous dire qu'ils sont beaucoup plus engagés que nos forces de défense? En tout cas, je ne dirais pas qu'ils sont plus engagés. Ils ont des facteurs, comment on appelle ça? Il y a des éléments qui maîtrisent que nos forces d'armée ne maîtrisent pas. D'abord, quand on est du niveau local et qu'on habite sur le territoire, sur un territoire, on sait qui est étranger, qui ne l'est pas, qui est djihadiste, qui ne l'est pas. Nos forces armées, lorsqu'elles arrivent dans des localités dans lesquelles on ne les aime pas. Je prends le cas du centre pour la plupart. On ne veut même pas avoir un corps habillé, on ne veut pas avoir un agent des eaux de forêt, on ne veut pas avoir un gendarme, on ne veut pas avoir un garde, on ne veut pas avoir un militaire. Donc quand ces forces armées arrivent, déjà on voit en eux l'ennemi avec lesquels il ne faut pas collaborer, avec lesquels il ne faut pas donner l'information. Or, les gens du territoire, quand ils ont besoin de la localité, quand ils prennent les armes, eux ils savent déjà qui est étranger, qui ne l'est pas. Donc ils ont cette capacité déjà d'identifier le malfrat ou même les djihadistes, parce que bon, dans bien des cas, on confond les djihadistes avec les simples bandits, parce que le banditisme résiduel, mais il y a aussi des djihadistes. Donc les deux conjugués, on frappe tout le monde avec le même bateau en disant que c'est des djihadistes. Donc ils ont ils ont cet avantage que les forces armées n'ont pas. De l'autre côté, dans la mesure où ils savent que c'est leur localité, ils sont beaucoup plus enclins à s'engager, pour se protéger soi-même, pour protéger leurs biens aussi, que ce soit les champs, que ce soit le bétail, etc. Ça, c'est des éléments en fait, que l'armée n'a pas. D'accord. Beaucoup par rapport à cette question entre les groupes d'autodéfense et les forces armées de sécurité maliennes. Je pense que moi, je reviens toujours en arrière pour parler de la gouvernance. Vous savez ce qu'il vient de dire tout à l'heure, ça veut dire quoi? Que des gens doivent décider de se défendre eux-mêmes, que quand tu quittes Bamako, le Mali n'existe plus. Ça veut dire déjà que l'équilibre et le rôle régalien de l'État
pose problème. Parce que si vous prenez les zones auxquelles il fait allusion et que les gens doivent se défendre parce qu'ils sont de la localité, ce n'est pas normal. Chacun doit se sentir malien. Que le soldat qui est à Kidal, qu'il soit originaire de Mopti ou bien de Caille, je ne sais pas trop. Donc ça veut dire que c'est la nation même, la notion même de notre État-nation qui est... Mais si l'État n'est pas présent ou que les forces de sécurité bien ne sont avant pas ce problème, présentes il est bien avant que ce problème ne se pose, hein, parce que la réalité, c'est ça, un peu ça. Parce qu'on a tendance à regarder la conséquence qu'à comprendre réellement ce qui s'est passé. C'est ce repli identitaire qui était là, il était là bien avant la crise de 2012. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Cette crise du nord du Mali a ses sources, une partie de ses sources, dans ce comportement de l'État central. Donc il y a des choses à dire. Quand vous partez à Menaka ou bien à Kidal ou bien à Gao, vous n'avez pas d'infrastructure, c'est une réalité. Souvent, on fait des infrastructures dans les zones où il n'y a personne. Quand vous regardez la densité de la population de ces zones, c'est une densité très faible. Mais où sont les autres Maliens? C'est très beau de dire que Kidal fait partie du Mali. Mais où sont les autres Maliens quand il s'agit de s'investir dans le développement de ces zones? On est absent. Donc, il y a un système intégré qu'il fallait avoir pour que moi, étant originaire, par exemple, de Caille, que je me sente très à l'aise à Kidal, que je puisse investir convenablement à Kidal, qu'on me donne mes chances en tant que Malien de pouvoir me développer à Kidal et d'apporter une valeur ajoutée à la région de Kidal. Mais si moi, je dois être muté, par exemple, à Kidal, moi, j'ai plein de camarades qui ont été mutés à Kidal à l'époque, qui disent non, moi, je ne vais pas à Kidal, je démissionne de la fonction publique, et qui sont partis, effectivement. Parce qu'ils ont des soutiens par derrière. Donc, je dis tout ça, ce n'est pas normal. Donc, quand vous prenez le problème de façon globale, ce n'est pas à des gens, parce qu'ils sont de la localité, qu'ils doivent s'organiser pour se défendre. C'est parce qu'ils n'ont plus le choix. L'État a reculé sur beaucoup de choses qui sont arrivées à cet exercice. Maintenant, ce qu'il a dit par rapport à cette capacité de ces forces d'autodéfense. Bon, tu sais qu'il y a beaucoup de non-dits dans ces histoires de forces de défense. J'aimerais bien me poser la question. La source de financement de ces forces de défense, ça vient d'où? La source de financement, la logistique, elle est assurée par qui? Les armes, elles viennent d'où? Ce ne sont pas nos armes traditionnelles de nos maisons qui vont servir à faire la guerre. Donc il y a toute une problématique qui est là, dans laquelle nous sommes tous impliqués et nous avons soutenu pendant très longtemps ce mouvement d'autodéfense parce que nous avons pensé qu'effectivement ils allaient pouvoir en découdre avec ce mouvement. Mais nous nous sommes rendus compte que ça ne faisait que compliquer l'équation parce que militairement, c'était compliqué de combattre sur ce terrain avec toute la logistique. Maintenant, là où je suis d'accord avec M. Québec, c'est que quelque part, il est temps. Moi, je suis plutôt pour l'option qu'on nous dise aujourd'hui comment la rébellion elle est organisée en termes d'enquête parlementaire aujourd'hui de l'État du Mali. Que les parlementaires décident d'aller à une enquête, par exemple, pour nous dire mais comment la rébellion elle fonctionne au nord du Mali? Comment elle est financée? Comment ils ont les munitions? Comment ils ont les armes? Parce que j'ai du mal à croire que depuis les époques de Kadhafi, que le même stock d'armes auquel on prétendait à l'époque, ils ont débarqué de la Libye avec un stock d'armes, que ces armes encore, que ces munitions tiennent encore. Le carburant, je ne pense pas que le stock de carburant qu'ils ont amené tienne encore jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Comment tout ce mécanisme logistique est organisé à ce niveau? Je pense que s'il y a des sanctions que la communauté internationale doit apporter, je pense que c'est à ce niveau qu'on nous dise comment ils sont ravitaillés, s'ils ont des bases de repli, qu'on prenne des sanctions contre ces États qui les accueillent, ainsi de suite. C'est comme ça que ça aiderait le Mali à juguler cette question. C'est pourquoi je serais tantôt d'accord avec Québec, qui consiste à dire que on ne doit pas mettre sur le même pied d'égalité des gens qui attaquent l'État et un État. Mais quand bien même, quand il prend l'hymne national du Mali, je suis désolé, c'est pendant très longtemps, on a laissé l'hymne national comme étant juste une musique. Est-ce qu'au fond, on est allé à l'éducation nécessaire du citoyen pour qu'il comprenne même le sens même de notre hymne national, qu'il comprenne même c'est quoi notre nation, ce que les pères fondateurs ont voulu faire, parce que je suis d'accord en partie avec lui, parce que la Première République a essayé d'amener le Mali à un état fusionnel. Donc on est arrivé à un seuil de métissage à un moment donné où celui de Kidal ne se sentait pas du tout étranger au Mali, où celui de Bamako ne se sentait pas étranger à Kidal. Donc il y avait cette
pénétration qui était là, qui était très avancée, même si ça n'a pas été la perfection. Je suis d'accord que rien n'est parfait. Mais quand même, c'est des valeurs positives, c'était des acquis qu'il fallait plutôt essayer de renforcer et les correctifs qu'il fallait les apporter pour que l'ensemble du peuple malien soit fusionnel. D'accord. Monsieur Diko, avez-vous une réponse par rapport aux sources de financement et d'équipement de cette rébellion? Bon, écoutez, en tout cas, cette question, ce n'est pas moi. Ça, c'est ça. Mais en même temps, il faut quand même dire que la prolifération des armes légères, c'est quelque chose qui a commencé depuis les années 90. Les gens ont commencé à s'armer depuis cette période. Les armes viennent de la Guinée, les armes viennent de la Libye, mais ces derniers temps, les armes viennent du Soudan. Donc ça, c'est les provenances. Maintenant, les sources de financement, c'est un peu tout le monde. Il y a d'abord les communautés, on a des ressortissants de la localité qui sont à Bamako, qui achètent des armes pour leurs parents, mais il y a certains qui ont dû acheter des armes avec certains militaires. Donc si vous faites bien des enquêtes, vous allez voir que certains militaires ont été rétrogradés ou même mis sur pied pour avoir vendu des armes par-ci par-là. Donc ça, ce sont des choses que vous allez retrouver dans les archives. Ensuite, il y a aussi donc ceux qui ont les moyens, qui ont acheté des armes, qui ne sont pas des armes maintenant qui déclarent ou pas. Les armes circulent comme des cacahuètes. En réalité, vous allez dans certaines zones de Mali aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de mercous, de discours et de mitrailleuses avec d'autres types de fusils qui circulent entre la Mauritanie, la Libérie, le Mali, entre la Guinée et le Mali, entre le Soudan maintenant et le Mali. C'est vraiment la direction la plus importante. Et maintenant, on parle de passer entre la Libye et le Mali. Donc, ça vient de tous les côtés. Et ça circule, voilà. Donc, les gens qui ont les moyens achètent. Voilà, quand le Moudaou était là aussi, lorsqu'on a commencé les bombardements, certains ont laissé les armes. Mais en même temps, depuis les années 90, vous savez que partout il y a des armes qui sont enterrées dans le puits, qu'on a fait ressortir, même si on en a brûlé quelques-unes. Donc, il y a déjà un stock important qui a circulé depuis les années 90. Maintenant, avec la faible présence de l'État dans certaines zones, il y a beaucoup de trafic qui se développe et les armes viennent de partout. D'accord. Vous suivez le grand dialogue et nous parlons de la relecture de l'accord de paix demandé par la plateforme Ante Abana. Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur notre page Facebook ou notre compte Twitter ou également sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Deuxième partie de ce débat, révision de l'accord de paix. Mais comment, M. Kébé? Je crois que l'assise nationale souveraine est vraiment incontournable. Mais je ne parle pas des assises vraiment bâclées. Il faut que le Malien soit véritablement impliqué et que ça soit sur le sol malien et que les Maliens se voient les yeux dans les yeux, se dire certaines vérités dans le respect. Qui sommes-nous? Qu'avons-nous fait en bien, en mal? Où nous en sommes dans tel ou tel domaine, en prenant tous les domaines de la vie nationale? Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour répondre véritablement aux aspirations profondes de notre peuple? Et comment il faut faire ça? Et qui doivent être responsabilisés dans tel ou tel domaine. Et l'échéance aussi, déterminer tout ça. C'est ce que nous appelons en tant que tel l'assise nationale souveraine. Et quand on parle de souveraine, c'est un mot qui est véritablement important à nos yeux. Voilà, à mon avis, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution ici, parce qu'il n'y a pas de solution en dehors du peuple. Et le peuple est dans cette assise nationale souveraine. On peut parler de congrès national, de convention nationale, de conférence nationale, peu importe l'appellation, mais le caractère souverain est vraiment incontournable. Et qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer et ça peut être une solution idoine par rapport aux problèmes ou par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés. Vous dites toujours ça peut être, donc ça veut dire que il y aura toujours des risques, il y aura toujours des problèmes, on risque de revenir en arrière encore. La vie même, elle est comme ça. La vie, elle est faite de risques. Mais nous pouvons avoir au moins des indices qui peuvent nous prouver. Et le Mali n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est grâce vraiment à ces assises nationales souveraines que nous avons tout le temps eu des solutions à des problèmes donnés dans notre histoire. Par exemple, dans les années 60, c'est le peuple malien qui s'est mis ensemble. C'est pourquoi nous avons parlé d'un seul peuple. Et aujourd'hui, on est même étonné d'entendre qu'il y a certains militaires qui se disent « Ah, ce n'est pas ma localité, donc je ne vais pas défendre ». Alors que c'est des soldats maliens qui sont morts à Guelhok, des soldats maliens qui sont morts à In Khalil, à Zaro, à Talahandak,
à Kidal, n'importe où sur le sol malien. C'est les soldats maliens. Par exemple, avant les années 60, nous avons les rapports, la délégation de Madera qui a fait le tour au nord du Mali, mais nos vieilles Touaregs étaient presque pressés pour aller à l'indépendance. Il y a le rapport qui existe. Dans les années 63-64, c'est les chefs Touaregs qui ont aidé à désarmer le maximum de bandits armés au profit du Mali. Donc c'est cette question de cohésion, cette question d'entente, cette question d'assises qui a sauvé le Mali dans le temps. Donc c'est toujours d'actualité. Vous demandez des assises nationales. Récemment, il y a eu la conférence d'entente nationale qui s'est tenue à Bamako. N'en est-elle pas une? Il faut rectifier les choses. C'est la conférence dite d'entente dite nationale. Vous avez vu comment ça s'est déroulé. Monsieur Bokoum, partagez-vous son avis par rapport à ça? Est-ce que des assises nationales vont changer quelque chose? Non, je ne crois pas trop que ça change grand-chose, mais le concept, il est toujours intéressant du point de vue intellectuel que, quel que soit Alpha, il faut qu'on se retrouve, qu'on se parle, qu'on échange. Mais moi, je vais plus loin parce que, vous savez, comme il l'a dit souvent, toutes les conférences et tout ce qu'on fait, il y a de la récupération politique aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que je remets en cause fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où notre classe politique est en panne. Nos intellectuels ne produisent pas suffisamment. Parce que l'approche qu'il est en train de mettre en exergue tout à l'heure, ça aurait pu être résolu par les intellectuels à travers des productions. Parce qu'aujourd'hui, que tout le monde se retrouve, c'est bien beau, mais avec quel contenu réel? Avec quel mécanisme d'entente réel? Et l'aspect souverain dont il parle, ça veut dire que les décisions de cette conférence s'imposent à tout le monde. Donc ça demande un travail colossal, méthodique et très intelligent. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la phase d'intelligence intellectuelle réelle, parce que nous ne sommes pas aujourd'hui dans un pays où on accepte la vérité. Nous sommes dans un pays où nous nous mentons à nous-mêmes. Nous avons refusé d'aller à cet exercice. Donc si effectivement la masse critique citoyenne était obtenue, je serais d'accord avec sa démarche. Ça veut dire que ce produit serait un produit de qualité. Si toutefois, tous les acteurs de cette conférence ont comme souci le Mali et que c'est réel et que nous réfléchissons qu'à ça. Parce que quand vous regardez au moment des indépendances, il y avait le plan quinquennal qui était là, il y avait des projections. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout de suite, ces décisions vont devoir s'imposer à tout le monde. Donc tout le monde devrait être impliqué dans ces choses. Mais aujourd'hui, est-ce que Fatoumata, qui se trouve au fin fond du Mali, qui a 15 ans, qui ne comprend pas français, est-ce qu'elle pourra être représentée, pourra comprendre ce qui sera dit? C'est cette lacune du système démocratique auquel nous faisons nous-mêmes allusion. Parce que quand vous prenez même la représentativité de la nation, vous avez 147 députés pour l'Assemblée, l'ensemble des Maliens. À l'époque, je me rappelle bien, c'était la troisième théorie universelle de Kadhafi qui disait que l'Assemblée nationale est le substitut du pouvoir du peuple. Donc c'est une défaillance démocratique quelque part parce que nous avons besoin d'aller peut-être à une forme de démocratie directe, si j'ai bien compris leur démarche. Alors, vous allez aller à une démocratie directe, elle sera efficace parce que ce n'est pas le nombre pour moi qui est important. Si les 17 millions de Maliens participent de façon inclusive à ce débat. Et que nous avons plus de 12 millions de Maliens qui n'ont rien compris, qui n'ont pas la capacité intellectuelle nécessaire d'analyser les vrais enjeux de ce monde aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre que nous devons nous assumer à un degré très avancé. Aujourd'hui, qu'on me dise que la MINUSMA parte, je suis d'accord. Qu'on me dise que la France parte, je suis d'accord. Qu'on me dise qu'il faut éliminer le CFA, que nous devons être nous-mêmes indépendants, tout ça là, c'est bien beau. Je suis d'accord. Mais avec quels moyens ? Et quel degré d'engagement nous allons pouvoir réaliser ces différents défis et comment nous allons y arriver. Donc c'est des vraies questions pertinentes de l'indépendance, de la remise en question même du panafricanisme qui est là. Donc c'est des éléments fondamentaux en termes de lecture géopolitique qui sont là. Il faut que les gens soient capables de faire la bonne lecture et de prendre des décisions et de s'assumer. C'est ça la réalité. Monsieur Dicko, vous, est-ce que vous pensez que ces assises nationales vont pouvoir changer quelque chose, vu qu'il y a eu récemment une conférence d'entente nationale que Monsieur Kébé ne juge pas être une réelle conférence d'entente nationale? Alors, je voudrais déjà dire que c'est un peu difficile de parler après Kébé et Bokoum parce que les deux sont très percutants et je suis tout à fait d'accord avec eux. Déjà, je vais peut-être dire quelque chose avant de répondre à votre question. Quand il a parlé de la question des intellectuels, en fait, les intellectuels ont fait beaucoup de choses. Malheureusement, nous sommes dans un pays où on préfère toujours des experts entre guillemets qui viennent de l'étranger, qui sont reçus au palais, dans les assemblées ailleurs. Il y a plus de 30 ans, nous avons des collègues à l'université qui ont fait des thèses sur les rébellions Touareg, qui ont publié des thèses qui sont connues de nos autorités. Ça, c'est un premier élément. Et ensuite,
celui qui était Modibo Keïta avant d'être Premier ministre, quand il était haut représentant de l'IBK pour les accords d'Alger, avant même la signature des accords, il avait institué un cadre de concertation avec, à l'époque, l'Institut national supérieur, et on se retrouvait une fois par semaine pour, donc il faisait un peu l'état d'avancée. Donc à l'époque, les gens disaient un peu les enjeux, etc., les pièges de ce qui était évité. Et ensuite, à l'époque, on avait parlé de la mise en place d'un programme de recherche. 15 secondes, monsieur Diko. Comment? 15 secondes. D'accord. Allez-y. Alors, monsieur Kébé, aujourd'hui, vous demandez la révision de cet accord de paix. Comment et qu'allez-vous faire pour obtenir cette révision? Et la lutte. Il faut continuer la lutte. Ceux qui ont pris les armes contre le pays ne sont ni légitimes ni légaux. D'accord. Et le moyen des moyens, c'est votre moyen pour obtenir cette révision. Le moyen des moyens, c'est l'être humain. Et c'est ce qui met fin à ce débat sur la révision de l'accord de paix demandé par la plateforme Ante Abana. Nos invités, Boubacar Bokoum, analyste, Brema Elidiko, sociologue, Ibrahim Kébé Tamaguide du mouvement Faso Kanou. Débat réalisé par Moumine Sendebou à la technique. Salim Djouara, régie vidéo assurée par Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. À demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.